Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, l'école fait sa révolution, en tout cas dans les salles obscures, sortie cette semaine d'une comédie qui est aussi un manifeste pour l'expérimentation pédagogique. Son titre, L'école est à nous, film réalisé par Alexandre Castagnetti, c'est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche d'Emma Guessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité qui date un peu, mais c'était un 28 octobre, simplement c'était un 28 octobre il y a 231 ans. Olympe de Gouges présentait sa déclaration des droits de l'homme et de la citoyenne. Elle a longtemps été oubliée des programmes, mais elle y apparaît désormais. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on parle de nouveau insectes, mais cette fois-ci sous l'angle comment ils vont sauver la planète, messi. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Céline, notre libraire, Céline Luton, qui va présenter une sélection de livres jeunesse spécial horreur, car spécial Halloween, la quotidienne, spécial Halloween, spécial quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. L'école est à nous, le titre sonne comme un slogan, l'affiche évoque la liberté guidant le peuple, le célébrissime tableau de Delacroix. Quand un collège fait ou pas la révolution scolaire, c'est le sujet de ce film d'Alexandre Castagnetti qu'on a la joie d'accueillir aujourd'hui dans la quotidienne. Le pitch en images, Alexandre Castagnetti en direct juste après. Images. Voici votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Thévenot. Bonjour. Prépare-toi, parce que les élèves en maths, ici, c'est pas des flèches. Je vous présente Kevin, c'est les rigolos, genre, mais c'est un vieux mec. Qu'est-ce qu'elle a, Nabil? Vous passez déjà votre temps là à vous noter sur les réseaux sociaux. Si votre priorité c'est la bonne note, je mets 18 de moyenne à tout le monde ce trimestre. Ça veut dire que même moi, j'ai 18. Moi. Ouais. Putain, j'ai plus de batterie. Tu sais que si tu le frottes sur tes seins, il peut recharger? La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève. Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement au collège, c'est de faire ce que vous voulez. Bon, après, ça reste l'école. Oui, mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme si l'école était à vous. On a le droit au portable, madame? Eh ben oui. Non, quand même pas. Bah si, ce que tu veux faire, oui. Vous pouvez pas prendre ce genre de liberté. Ils sont ici pour travailler, bon sang. Ils sont contents de venir, c'est bien, non? Bien sûr qu'ils sont contents, ils foutent rien. C'est pas vrai qu'ils font rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font. Ah ouais, pas mal. T'es un génie, en fait. Vous vous moquez. Pour de vrai, je suis sérieux. T'es plus en maternelle, on n'apporte pas des gâteaux à sa maîtresse, allez, tu me les donnes. Non, lâchez, c'est fragile. Non, mais ils me font tout chier avec leurs projets. On n'est pas dans la France à du talent, merde. Bon, on arrête tout ce bazar. Il y a le brevet à la fin de l'année. Vous vous prenez pour qui, en fait? Pour l'élite suprême? Vous pensez que vous avez le droit de décider de l'avenir d'une ado à la place de ses parents? J'ai fabriqué une couveuse pour avoir un poussin. Mais laissez-le couver s'il veut couver. José, si tu veux couver, couve. Et de quelle manière il couvre. Alexandre Castagnetti, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, ravi parce qu'on a beaucoup aimé le film ici. C'est un film à plein de niveaux de lecture. On peut le regarder comme une comédie. D'ailleurs, on l'aura compris à la bande-annonce, on rigole. Mais vous vous intéressez aussi aux questions d'éducation et c'est un film manifeste, un film hyper référencé quasiment dès le premier plan. En tout cas, dès le premier plan chez Virginie, la prof. Ouais. Il y a une pile de bouquins qu'on voit, là où elle prend ses clés. Si on les prend dans l'ordre, il y a Chagrin d'école de Pénac. Ouais. En quoi ça vous a inspiré? Bon, bah, c'est une histoire ultra touchante. Pour moi, ça a été d'ailleurs un bouquin inspirant pour raconter cette histoire, parce que c'est l'histoire de Daniel Pénac. Pegnaconi, oui, de son vrai nom. Tout à fait, italien d'origine comme moi, qui raconte comment un professeur en fait lui a sauvé la vie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il l'a mis sur des rails en lui faisant confiance, en lui mettant un défi qui était d'écrire un roman. En fait, il a remarqué qu'il était très fort en mensonges, qu'il inventait des choses fabuleuses pour expliquer qu'il n'avait rien fait. Daniel Pénac était un cancre, et voilà, il se définissait comme ça. Et puis en fait, le prof lui a dit, tu sais ce que tu vas faire toi cette année, tu vas écrire un roman. Alors, on a un des ingrédients, enfin on a même plusieurs des ingrédients qu'on va retrouver dans le film, donc la confiance, la foi dans l'imagination, le fait qu'en faisant des choses, on peut apprendre. Le maître ignorant, Jacques Rancière. Oui, incroyable cette histoire. C'est Jacques Otto ? Oui, c'est Jacques Otto qui donc en 1800, je ne sais plus, 38 ou un truc comme ça. C'est le téléspectateur vérifiera sur très vieux. Voilà, qui découvre que l'élève motivé. 1818 aux Pays-Bas. 18, bah voilà. Ouais. Non mais moi j'ai des j'avais 20 ans d'avance. Qui découvre que l'élève motivé, en fait, apprend tout seul, et donc lui arrive à enseigner à des élèves qui ne parlent pas sa langue,
en leur donnant un livre avec la traduction en face. Et ça marche. Et ça marche. Lui parle français, eux parlent flamand, et ça fonctionne. Et il a donc il voulait encourager finalement tous les parents qui ne connaissaient pas les disciplines, en fait, à quand même poser des questions à leurs enfants, en les mettant au défi de répondre, et donc en leur apprenant quelque chose. Deuxième source d'inspiration. Alors il y en a une troisième, je suis un tout petit peu gêné de la présenter parce que je ne suis pas pour rien dans son existence, mais l'auteur des idées, c'est évidemment François Tadei, c'est Apprendre au XXIe siècle. Oui, François Tadei, c'était une rencontre incroyable à l'origine du film, en fait. Puisque vous êtes présenté par la patronne du GC. Je suis présenté par Brigitte Macheny, la présidente passionnée des questions d'éducation, on peut rendre cet hommage. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. On a discuté tous les deux avec Brigitte Macheny. Moi, j'ai fait plusieurs films chez UGC. Et puis, on s'est dit, mais quand même, on a envie de parler de cette éducation. Est-ce que le cinéma peut pas servir à faire avancer les choses, en tout cas à être utile? Et là, me représente François Tadei, qui est donc chercheur en éducation et qui m'initie nous initie avec Béatrice Fornera, qui est ma co-auteure, à un tas d'expériences et de savoirs justement éprouvés sur comment on apprend, comment les enfants apprennent. Comment fonctionne le cerveau, etc. Exactement. On va en parler tout à l'heure, parce que c'est un petit catalogue, finalement, on peut aussi s'en emparer comme ça. Ouais. Bonnes idées, et on n'est pas obligé absolument. de mettre un collège en grève, comme vous le faites dans le film, pour les mettre en œuvre. Sarah Succo, en prof de maths, traumatisée par le suicide d'un élève quand elle enseignait en prépa. Jean-Pierre Daroussin, je n'ai pas cité les acteurs en chef d'établissement en bout de course, mais qui n'a pas totalement perdu la petite étincelle. Il y a aussi Oussama Kedam, en prof de techno, prêt à toutes les expériences. Et puis aussi une formidable bande de jeunes acteurs adolescents, c'est L'école est à nous. On continue à en parler avec son réalisateur Alexandre Castagnetti. Ce sera juste après l'Anti-Sèche, c'est Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ça s'est passé le 28 octobre. Oui. Mai 1791. Oui. Et Olympe de Gouges présente sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle a longtemps été oubliée des programmes scolaires. Olympe de Gouges, elle apparaît enfin. Oui, tout à fait. On la considère comme une des premières féministes pionnières, en tout cas pour l'émancipation des femmes. Alors ce texte, cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, il arrive quand même très tard, dans les programmes, parce qu'à l'époque, déjà le texte passe complètement inaperçu. Il a été réhabilité et réédité en France il y a finalement très peu de temps, seulement en 1986. Alors on a la date, 1791, c'est évidemment un texte qui est écrit dans le contexte de la Révolution française. Et oui, Olympe de Gouges a une quarantaine d'années quand éclate la Révolution. Elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Ça fait longtemps qu'elle publie des textes pour les droits des femmes, contre l'esclavage et pour tout un tas de mesures qui à l'époque paraissent complètement impossibles à mettre en place. C'est en cela qu'elle sera une pionnière du féminisme. Elle milite par exemple pour le divorce, pour la suppression du mariage religieux et son remplacement par un contrat civil entre citoyens. C'est le Pax. En Pax, exactement. Elle milite pour la création de maternité et d'un système de protection maternelle et infantile, une féminisation du nom des métiers. Bref, à l'époque, sans grand étonnement, on la traite d'hystérique et de malade mentale. Droits pour lesquels elle milite depuis toute jeune d'ailleurs. Elle s'est émancipée très jeune. Et oui, en fait, elle est mariée de force à 17 ans et elle est marquée très jeune par cette domination masculine. Elle dénoncera d'ailleurs le mariage forcé ensuite, mais son mari meurt seulement 1 an après leur mariage et elle se libère de toute tutelle masculine. À l'époque, une femme n'a le droit de publier un écrit qu'avec l'accord de son mari, donc étant veuve, elle publie ce qu'elle veut. Elle décide donc de rester veuve toute sa vie. Elle va rencontrer pourtant un haut fonctionnaire de la marine avec qui elle vivra toute sa vie. Elle sera très heureuse en couple, mais elle refusera toujours de l'épouser parce que ça lui aurait enlevé des droits et les femmes à l'époque n'en avaient déjà pas beaucoup. Emma, vous disiez qu'avant cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle avait publié d'autres textes, lesquels? Oui, alors elle crée même sa troupe de théâtre, elle écrit des pièces. Il y en a une qui fait scandale, Zamor et Mirza, dans laquelle elle dénonce l'esclavage. La pièce est inscrite au répertoire de la Comédie Française, mais le lobby des colons met son veto. Ils vont jusqu'à la menacer de mort et les représentations seront interdites. Et ça, c'est en 1785, donc 4 ans avant la Révolution. Parce que Olympe de Gouges, elle baigne de toute façon déjà dans ce milieu des idées humanistes. Mais oui, elle suit de près tout ce qui se passe dans l'actualité. Et quand la Révolution éclate et que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est publiée, elle va en faire une destinée aux femmes. Mais son but, c'est de s'adresser aux hommes. Elle remplace citoyen par citoyenne et modifie certains passages. Par exemple, l'article 9, tout homme étant présumé innocent, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Elle le change par toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Voilà, elle voulait vraiment mettre en lumière l'écart entre la condition masculine et féminine. Elle veut aussi l'égalité politique. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit également avoir le droit de monter à la tribune et elle terminera par un postambule: femme, réveille-toi,
reconnais tes droits. Combat qui n'est pas encore terminé. Mais non, le texte qui n'est pas terminé, puis en plus le texte passera vraiment complètement inaperçu, comme je vous le disais. Alors après la Révolution, elle se rangera du côté des Girondins, qui étaient les révolutionnaires modérés, plutôt que du côté des montagnards plus extrêmes. Elle critiquera ouvertement Robespierre et Marat. Et ce qui signe son arrêt de mort, c'est une affiche, les 3 urnes, dans laquelle elle propose d'organiser un référendum pour que le peuple puisse choisir un gouvernement républicain, fédéral ou monarchique. Il fallait pas. Ah non, fallait pas. Parce qu'en faisant ça, elle s'oppose à la loi qui punit de mort celui qui encouragerait un gouvernement autre que républicain. Elle sera alors inculpée par le tribunal révolutionnaire et guillotinée le 3 novembre 1793 à l'âge de 45 ans. Et voilà, elle a été longtemps oubliée. Elle est réhabilitée petit à petit pendant la seconde moitié du XXe siècle. Et en 2016, c'est la première femme dont le buste est exposé dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale. Emma, merci beaucoup. On se retrouve pour la récré. Oui. D'une révolution à l'autre, de la révolution à la révolution scolaire. L'école est à nous. Alexandre Castagnetti, grand oral. Ça vous fait rire? Oui, grand oral, c'est c'est grand oral qui vous fait rire. Je croyais que c'est révolution. Révolution, vous êtes pour? Non, j'étais en train de me dire qu'il y a une très belle série à faire sur Olympe de Gouges. Ah bah formidable, sans aucun doute. Je fais un appel à France Télévisions. France Télévisions, Alexandre Castagnetti te parle. L'école est à nous, c'est donc le titre de ce film d'Alexandre qui est sorti mercredi, une fiction mais aussi un catalogue de dispositifs pédagogiques originaux. Je vous cite dans le dossier de presse, je voulais absolument proposer quelque chose d'optimiste avec un semblant d'utopie et pour ce faire il fallait être crédible et nous inspirer d'expériences qui ont été tentées notamment en Europe du Nord. On va en revoir quelques-unes. Alors il y en a une première, c'est quasiment la première, c'est l'interro avec 3 questions différentes, qui est un grand classique des sciences cognitives, mais racontez-le. Oui, on aurait presque que vous auriez pu nous le faire quasiment d'ailleurs. C'est un test très perturbant, c'est un test biaisé en fait. Évidemment, ceux qui y participent ne le savent pas. Mais donc, on a tous des questions qui sont censées être les mêmes. En fait, elles sont différentes. Certains d'entre nous ont des questions très faciles et d'autres assez difficiles. On a juste la même question à la fin. Qui est plutôt facile. Et sauf qu'en réalisant ce test, eh bien, en fait, ceux qui ont les questions très difficiles se découragent. Ils voient les autres réussir et dire oui, enlevez la main, ça y est, j'ai fini. Et donc, ils s'auto-convainquent qu'ils sont nuls. Ils s'auto-dévaluent. Voilà, ils s'auto-dévaluent. Et donc, la 3e question, qui est la même, ils n'y arrivent pas. Alors qu'elle est aussi simple que les autres. Et donc, c'est un truc qui se passe en 5 minutes. On peut le voir d'ailleurs sur YouTube. Il y a des images dans des vraies classes. Oui, tout à fait. Mais je reviens d'expérience. Et en fait, effectivement, c'est ce qui peut se passer sur plein d'élèves avec ces fameuses notes qui sont censées vous catégoriser dès qu'on arrive au collège. Et évidemment, l'idée, c'était de montrer que, en fait, il faut sortir de ce système élitiste de classement absolu. Et qui débouche vite sur de l'humiliation. Et qui très vite, voilà. Ou en tout cas sur de la dévalorisation et de la dévaluation. Ouais, voilà. Il y en a un drôle dans le même genre sur Garçon-Fille, où on donne le même intitulé, vous avez dû le voir passer, c'est-à-dire que l'exercice à faire est exactement le même pour tout le monde, sauf qu'en haut de la feuille, dans certains cas, on a écrit géométrie et dans d'autres, on a écrit art plastique. Et il s'agit de dessiner une figure. Et vous devinez la fin. Quand il y a écrit géométrie, les filles réussissent moins bien. Quand il y a écrit art plastique, c'est le même intitulé de question. Le learning by doing. Agir en faisant. Oui. Alors ça, c'est le Magic Steps, c'est l'invention formidable qu'il y a dans le film. Vous vous inspirez aussi, il y a un concours aux États-Unis, d'ailleurs François Tailly raconte, où des jeunes chercheurs viennent chaque année à la Maison-Blanche pour présenter leurs trouvailles. Oui, mais il y a plein de concours. Et il y en a en France aussi. Il y en a en France, évidemment, il y a le fameux concours Lépine, mais il y a aussi des boîtes internationales qui viennent chercher des inventions en France, notamment Google. Et moi, je me suis inspiré d'ailleurs de jeunes Français qui ont réussi à être sélectionnés par Google en France, qui sont partis là-bas à la Silicon Valley pour présenter leur invention. Et c'est des jeunes qui sont au lycée ou au collège. Donc en fait, ça commence très tôt. Et on s'aperçoit d'ailleurs que souvent, c'est les profs de techno qui initient ces choses-là, alors que bon... Et là, il est quand même on méprise des profs de techno. Et là, il y a un super prof de techno. Et effectivement, le côté learning by doing, moi, je trouve que ça correspond vraiment à l'état d'esprit des jeunes aujourd'hui. On continue, ils cherchent, les jeunes, vous cherchez, ils découvrent à un moment donné qu'on peut rencontrer le flow, F-L-O-W. Oui, incroyable notion encore que François Tailly m'a fait découvrir. Et oui, le flow, en fait, tout le monde, on est beaucoup à savoir ce que c'est sans avoir mis un mot scientifique dessus. Mais en réalité, c'est ce moment dans votre vie où vous voyez pas le temps passer tellement vous êtes pris par ce qu'on fait. Ouais, voilà, complètement impliqué manuellement, intellectuellement, et en fait, vous êtes dans votre flow.
C'est un peu comme quand vous faites une anti-sèche. Ouais, on est tous dans... Ouais, et puis nous aussi, tous. Ouais, pour moi, c'est le piano, par exemple. Voilà, j'ai commencé le piano. Alors, je ne l'ai pas dit, merci de m'amener ça. Vous avez fait la musique du film aussi. Oui. Vous savez tout faire. Hein. On va en reparler après de comment vous avez trouvé vos doigts. Je me suis pistonné moi-même. Ouais. C'est assez pratique, je dois dire. Ouais, en fait, vous avez fait le film pour pouvoir faire la musique. La théorie des jeux pour illustrer les vertus de la coopération. Encore un exemple. Oui, bah ça c'était un peu aussi l'idée d'apprendre par le jeu, puisque c'est encore une fois ce que les sociologues et les gens qui étudient les sciences cognitives ont constaté depuis longtemps, c'est que l'enfant apprend beaucoup mieux par le jeu, et même l'ado et même l'adulte. Et donc là, l'idée c'était d'amener effectivement un cours de maths, de théorie des jeux, puisque c'est des maths, par le jeu. Donc voilà, c'est une scène dans le film où les gamins sont en train de se disputer pour une PlayStation, et puis donc on fait un jeu pour savoir qui aura la PlayStation, et en fait on explique des notions qui sont extrêmement complexes. Absolument, puisqu'elles ont même valu un prix Nobel à l'économiste qui avait fait cette théorie des jeux. Ouais, je sais plus son nom. Oui, mais vous le savez, vous devriez le savoir d'abord. C'est quoi le nom, Emma? Vous n'avez pas une petite idée? Pas Kahneman, non? Daniel Kahneman, non, j'aurais dit ça. Bon, allez, on va vérifier pendant la récré. On fait la récré? C'est le moment de la récré, je vous jure. Une école où chacun peut faire ce qu'il veut. C'est un peu la grande récré, ce que vous racontez dans le film L'école est à nous, Alexandre. Nous, on a aussi notre propre récré dans la quotidienne, et Emma Guessel en est l'irremplaçable réalisatrice. School TV est à vous, Emma, la récré. Les insectes. Mais oui, je ne peux pas vous en empêcher, vous adorez ça. Mais oui, mais c'est parce qu'ils vont permettre... Parce que je vous ai fait chanter le vol du bournon l'autre fois, je recommence pas. Non, ne recommencez pas. On a aussi nos blagues musicales. On est d'accord. Vous voulez y aller? Bon, bref. Donc les insectes. Les insectes. Mais c'est parce qu'ils vont permettre de sauver la planète, le monde, l'univers, Emmanuel. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé des insectes qu'on pouvait manger en chips et même bientôt en milkshake. Et ce, naturellement, pour réduire l'empreinte carbone de l'agriculture. Et bien figurez-vous que les insectes s'attaquent au plastique maintenant, puisque début octobre, des scientifiques espagnols ont publié un article dans lequel ils expliquent avoir découvert une larve mangeuse de plastique. Et où l'ont-ils découvert? En fait, c'est une larve de papillon. Alors, j'ai adoré le nom, écoutez bien. Le papillon s'appelle Faustaigne de cire. Alors, j'ai fait mes petites recherches. C'est un papillon. Comme une vraie teigne? Exactement, Faustaigne de cire. Une vraie fausse, quoi. Voilà, un exactement. papillon noble, quoi. C'est un papillon que détestent les abeilles parce qu'il est vorace et invasif et qui se nourrit de leur cire. Donc, sur Internet, j'ai plutôt trouvé des articles pour savoir comment s'en débarrasser. Oui, mais alors, il faut surtout pas, visiblement, puisque ils font des miracles sur le plastique. Mais oui, ça pourrait même être l'arme du futur pour la lutte contre la pollution plastique. Et là, c'est très sérieux. Un des scientifiques qui a participé à l'étude en a d'abord fait l'expérimentation. En fait, elle est apicultrice amateur. Et un jour, alors qu'elle se débarrasse de ce papillon fausse teigne de cire qui pollue sa ruche, elle les met dans un sac plastique. Quelques heures plus tard, le sac plastique était troué. Et en fait, grâce à 2 enzymes contenues dans leur salive, les larves de ces papillons sont capables de détruire le polyéthylène en quelques heures seulement. Et on sait que ce plastique est l'un des plus résistants et l'un des plus utilisés au monde. Il faut des mois pour pouvoir faire ce que ces larves font en quelques heures seulement. Extraordinaire. Et donc, comment ça va se matérialiser tout ça? Ils vont développer des produits à partir de cette salive de larve? C'est le projet, en tout cas. Cette salive pourrait être intégrée à une solution liquide et versée sur du plastique en déchetterie. Ça pourrait même se développer en produits individuels pour dégrader nos propres déchets. Voilà, ça serait une alternative super écologique. Est-ce que je vous ai convaincu? Vous m'avez convaincu. Et on peut le manger celui-là après? Non, celui-là, évitez. D'accord, mais je ne sais pas, j'essaie de suivre. Je peux vous en ramener un jour, des milkshakes. Vous en rêvez, un milkshake? Ok, super. Je rêve. J'ai dit qu'elle était irremplaçable. L'école est à nous, Alexandre Castagnetti, grand oral. Merci Emma. Même si c'est tout, Alexandre Castagnetti. Je peux faire mon lancement là, c'est possible. J'avais une sorte de relance, j'avais écrite et tout, c'est sur votre film. Donc il y a des larves qui. Ouais, c'est ça. Non, je crois qu'il y a des bactéries. C'est le flot. Qui mangent. Je crois qu'il y a des bactéries qui mangent aussi le pétrole. Les nappes. C'est génial. Pour les pollutions. Parce qu'Emmanuel, il n'était pas du tout convaincu par les insectes. Mais arrêtez, vous vouliez m'en faire manger. Je vais vous en faire manger. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, pendant qu'en régie, on vérifie qui est le chercheur, moi je dis Daniel Kahneman, on verra bien, de la théorie des jeux, comme ça on me le dira à l'oreillette, je vous le dirai avant la fin de l'émission. Nous continuons, même si on n'est pas d'accord sur la façon de faire, on est là pour la même chose. Ça, c'est une réplique de Thierry, dans le film L'école est à nous. Thierry, c'est un des personnages du film, c'est pas le plus sympathique, c'est un peu la figure de l'enseignant traditionnaliste et ronchon. Vous n'avez pas voulu non plus donner complètement tort à la pédagogie classique dans le film. Non, je veux absolument pas. Vous ne voulez pas faire peut-être de peine à votre maman, parce qu'elle était prof, votre maman? Oui, mais ma maman était prof, mais j'ai beaucoup de profs dans la famille. J'ai des oncles, tantes, cousines. Ça va les dîners là en ce moment? Ah bah non, mais ils adorent le film. Ah, génial. Ah non, mais j'ai certainement pas voulu mettre des profs dos à dos.
C'est aussi un hommage à la relation prof-élève, le film. Donc, je suis vraiment avec les profs. Et je sais bien qu'il y a différentes façons de voir. Et je ne veux pas spécialement, d'ailleurs, le rendre désagréable, Thierry. C'est juste qu'il a un combat... C'est raté. Ah bon? Non, je trouve que je l'aime bien, Thierry. C'est vrai. Mais il a un petit peu, petit peu rentre dedans. C'est un syndicaliste. Donc, il a aussi, tu vas en parler, assez franc et assez agressif de temps en temps. Mais en fait, il se bat sur un autre terrain. Il se bat vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis du système. Et c'est un combat important, et c'est ce que vous dites à la fin. Vis-à-vis du budget, évidemment. Et il se bat pour sa collègue à la fin aussi. Et donc, alors que sa collègue essaye de faire un truc expérimental avec ses élèves. Dans les marges. Et donc, finalement, effectivement, ils sont complémentaires. Alors, vous parliez du piano. Comment ça s'est passé pour vous, les études? Parce que vous faites des très très belles études. Le système dont vous dites qu'il faudrait l'ouvrir un petit peu. Ouais, j'ai fait la voie royale. Si, faites pas. Oui, voilà, j'aime bien. Oui, j'adore. oui, j'ai fait la voie royale. Non, mais c'est classe pas préparatoire, grande école. C'est pas du tout pour ça. C'est que non, je rigole, mais si vous dites avec un naturel désarmant. J'étais bon élève parce que j'avais une bonne mémoire, en fait. D'accord. Et puis, comme ma mère est enseignante, vous aviez les codes. Bien voir qu'elle était contente. Ouais. Et puis, on me disait, c'est bien, continue. Donc, quand on est encouragé, quand on est enfant, on continue. Ah bah, bien sûr, ça, c'est ce que vous racontez d'ailleurs très fortement dans le film. Et donc vous suivez ce parcours-là. Et alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous basculez quand même vers la musique, vers le cinéma? Mais c'est ce que je voulais faire depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai commencé le piano à 4 ans tout seul, autodidacte. Après j'ai fait le conservatoire, etc. Mais c'est une envie, c'est un moteur intérieur. Et le cinéma, en fait, je me souviens très bien du moment où j'ai vu Le Bon à beauté de Truand à la télé sur FR3 à l'époque. Et je vois les génériques de ce film avec une musique qui m'a frappé, avec des images de toutes les couleurs, là, avec des images de western. Ouais. Et j'ai été frappé par l'alliance. C'était qui la musique? C'était Morricone? Ouais, c'était Morricone. Ouais. Et j'ai tout de suite essayé de le reproduire au piano et voulu faire du cinéma parce que en fait, j'avais déjà une... Quel âge alors? C'est une bonne question. Non mais genre, on n'est pas... Non, je sais plus, je pense que j'avais dans les 8 ans. Ah oui, c'est ça, ce que je veux dire par là, c'est pas à 15 ans, quoi. C'est vraiment un truc qui remonte à... Petit, ouais. Ouais, j'étais en primaire. Et bon, depuis, j'ai voulu faire du cinéma, mais j'ai toujours pratiqué à côté, en fait. D'accord. J'ai essayé de... Le learning by doing, la liberté, la confiance. Ah, j'ai tout fait. Vous avez tout fait de cette façon-là? J'ai fait des films tout seul, montage, habillage, scénario, doublage, voilà. La puissance publique, vous disiez que c'est important, on parlait du personnage de Thierry, d'embarquer aussi le système, d'embarquer le politique. Et la puissance publique, elle a parfois essayé de changer l'école. Vous avez tourné dans un collège parisien qui est Bergson, oui. Mais vous l'avez rebaptisé Jean Zay. Et Jean Zay, c'est quand même pas n'importe qui. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter à travers ça? Oui, Jean Zay, c'était un exemple. Bon, moi, j'ai grandi à Orléans, donc on connaissait un peu Jean Zay, le résistant. Puisqu'en fait, Jean Zay, il était ministre de l'Éducation sous Léon Blum, mais ensuite, il est parti dans la résistance, puis il a été capturé et tué par les nazis. Il était juif. Donc en fait, il y avait ce personnage qui était là dans ma tête, mais je savais pas tout à fait ce qu'il avait fait en tant que ministre. Et j'ai découvert, grâce à Sarah Succo d'ailleurs, qu'en fait, il avait complètement changé le collège. Il a ouvert les classes en fait, voilà, sortie scolaire, sortie culturelle, immense sport. Ministre. Oui, et donc il a... Ministère très court, mais immense ministre. Il y a très très peu de temps, il a tout changé. Il a ouvert vraiment aux classes populaires l'école pour la culture. Il a créé aussi le Festival de Cannes, par ailleurs. Mais, absolument, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs à ce moment-là. Il a fallu attendre une petite guerre mondiale. Alexandre Castagnetti, on pousse la porte tous les vendredis d'une librairie, parce que les films, c'est génial, mais les livres, c'est pas mal non plus. Et on va y retrouver Célie, restez avec nous. Emma, merci beaucoup. Merci. Célie, la librairie. Vendredi, Célie, librairie, c'est quand même pas compliqué. Célie Luton, bonjour. Bonjour. Notre libraire et chroniqueuse. Bonjour. On fera un petit point économie sur la théorie des jeux, mais à la fin, pour l'instant, Halloween. Oui. Et alors avec Halloween, 2 ouvrages. Oui, alors ça c'est un album pour les petits, donc c'est Ma petite sorcière de Brianna May Smith, qui est très connue pour ses albums, notamment Mon ami la licorne, c'est doux. C'est adorable. C'est une petite sorcière qui s'appelle Nine. Elle n'est pas sympa avec les chats quand même, votre sorcière. Petit Minou va être transformé, peut-être. Mais ça se passe bien. Aucun animal n'est maltraité dans cet album. Non, c'est... Non, mais comment ça va se passer? Eh ben, elle va parce qu'elles ont fait les insectes, les chats, elles font des trucs super bizarres. Je vous jure, regardez, non, je mens pas. Vrai. On va se balader au-dessus des toits, dans les nuages, et on va aller chercher divers ingrédients, notamment du cérumen de chouette. Attention, oui. Ah oui. Oui, voilà, on va éternuer dans un chaudron. Bon, c'est hyper tendre. C'est pour les petits. C'est à partir de quel âge? À partir de 3 ans. 3-5 ans, c'est adorable. Et on rebondit sur l'idée d'Halloween. Oui. Sans que ce soit du Halloween qui fait peur. Non, pas du tout. Au contraire, il ne faut pas se fier à un livre à sa couverture. C'est lundi. C'est
C'est lundi Halloween. Oui. On est en plein dans l'actu là. Et alors, on a un deuxième ouvrage à vous conseiller qui est absolument formidable, signé Moka, Fantôme sur mesure. Exactement. Alors je disais, il ne faut pas se fier, il ne faut pas juger un livre sur sa couverture. Et Moka, Fantôme sur mesure. Moka, c'est la sœur de Mario de Muraille, qui est évidemment aussi une grande autrice de la littérature jeunesse. Mais Moka, c'est la reine du polar. La reine du polar pour les ados. Et ici, on parle d'un fantôme, certes, mais il est prisonnier d'un secret car il est décédé en Emmanuel 43. Exactement. Et on va basculer dans un moment historique. On est où? Massif du Vercors, exactement. La Résistance. C'est ça, c'est un polar frissonnant sur l'histoire. Et c'est génial. Absolument génial, et ça rebondit. Et c'est donc signé Moka, c'est à l'école des loisirs, à partir de collège, quand même. Collège. Oui, parce qu'on n'a pas autrement les notions... et celui-là vient de sortir. Hein. Oui. Voilà, il est encore aussi. tout... celui-là aussi, c'est que du tout récent, et c'est chez Gallimard Jeunesse, je ne sais plus si on l'a dit. Oui. On l'avait dit? On le dit. Enfin, moi, je le pense très fort. Célie, merci. Alexandre, ça, il y a des bouquins qui ont compté pour vous quand vous étiez... J'en ai un troisième, quand même. Ah, c'est quoi le troisième? Excuse-moi, mais des clients... Je ne le vois pas, il est où? Il est dans les mains d'un client très heureux qui est parti ce week-end avec... Mais alors, il lit quoi, le client? Il lit Anatomie, Love Story... De Dana Schwartz. Exactement. Génial. Michel Jeunost pour les grands ados, attention. Elle s'appelle Hazel, c'est une adolescente, on est en Écosse au 19e siècle. Elle veut devenir médecin, chirurgienne. À l'époque, évidemment, c'est pas possible. Donc, elle va aller voler des cadavres pour, justement, en faire des autopsies et découvrir les secrets du corps humain. S'entraîner un petit peu, quoi. Voilà, donc c'est l'univers de Jane Austen qui rencontre l'univers de Mary Shelley. Romance et gore, sanglant, je sais pas, j'hésite un peu. À partir de 14 ans? Oui. Génial, merci beaucoup. Pardon à vous, d'abord, à Dana Schwartz aussi. Il y a effectivement toujours 3 bouquins. Je ne sais pas, mais d'habitude, vous m'en mettez 3 parce que j'ai un côté très learning by doing. Ouais, j'ai besoin de manipuler les choses. Alexandre, merci beaucoup. Vous avez déjà eu des réactions côté éducation nationale? J'ai des réactions très enthousiastes. Et c'est allé jusqu'au ministre. Alors? On attend. Il l'a vu. Ah oui, c'est ça. C'est allé jusqu'à lui. Non, d'accord. En fait, sa directrice de cabinet l'a vu, aime beaucoup. Ok. Et la conseillère d'Emmanuel Macron aussi l'a vu. Ouais. Elle aime beaucoup, donc on espère qu'il va y avoir des retours maintenant des têtes, voilà. Mais effectivement, on essaye d'aller au bout du défi avec ce film, d'essayer de faire bouger un peu les choses, d'accélérer le changement de l'école. Et un mini-mot, parce qu'il nous reste une seconde quand même pour ces jeunes comédiens absolument formidables, parce que j'en ai pas parlé, mais ils portent tout le film. Vous les avez recrutés comment? Certains avaient déjà fait du théâtre, d'autres pas. Ah oui, il y en avait très peu qui avaient joué. Il y en a 2 qui avaient fait des courts-métrages, mais sinon les autres n'avaient jamais joué devant une caméra. Pas de théâtre, rien du tout. Donc c'est vraiment des débutants et je les ai pris pour leur nature. Après, on a fait un casting très très long. Hein. On a vu des centaines d'ados, donc ce qu'on appelle un casting sauvage. C'est-à-dire qu'on vous êtes allé chercher dans la rue, à la sortie des collèges. Voilà, et puis sur les réseaux, et puis ils se présentent très spontanément, ne sachant pas ce que ça va donner. Et puis voilà, on doit choisir parmi des centaines de jeunes. Et ce qui est assez bon, c'est que certains disent, ou certaines, dans le dossier de presse, ça a un petit peu changé leur rapport à l'école aussi. Oui, ils voient. Enfin, en fait, ils ont découvert qu'on pouvait. Ils sont passés de l'autre côté du miroir. Avoir de l'affection pour son prof, avoir un lien humain. Et donc, ils attendaient un peu ça à la rentrée après le film, de rencontrer les profs, d'envisager des projets ensemble. Voilà. C'était plus ces statuts qui sont censés vous mettre des notes et vous juger, mais c'était des êtres humains. Donc, c'est vrai que on se rend compte qu'ils n'ont même plus le temps en fait de faire connaissance, tellement c'est. Et alors, c'est encore plus vrai au lycée avec la réforme du lycée. C'est quand même incroyable. Bon, allez. Ils prennent le temps d'aller voir L'école est à nous. Merci en tout cas, Alexandre, on était super heureux de vous accueillir. Vous allez voir le film, et plutôt 2 fois qu'une. Célie, non, c'est pas encore vu, ça sort mercredi. Moi, je suis un grand privilégié. C'était sorti il y a 2 jours, voilà, puisque c'est sorti mercredi dernier. Merci beaucoup. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi, comme toujours, à toute l'équipe. Laure Audemont pour le maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, qui est en régie, était aujourd'hui assistée par Roxane Sarfati, au son Héloïse Merlin, Angèle Jean-Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.